Ok, merci. Bon, c'est bon, ça marche. Oui, bah, vous l'avez bien présenté parce que c'est pas forcément évident déjà de savoir ce que c'est exactement la Directe. Donc il y a 3 pôles dans la Directe. Il y a le pôle travail auquel j'appartiens, qui en gros est le service régional de l'inspection du travail et qui est en appui technique des agents d'inspection sur le terrain, de manière générale. Et puis après, on a le pôle entreprise et le pôle consommation et concurrence. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter rapidement un peu les constats qu'on a pu voir lors des contrôles que l'on opère dans les exploitations agricoles concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Alors vous voyez, moi j'utilise phytopharmaceutique, c'est la définition réglementaire en fait. Voilà, donc nous on est... c'est une histoire de sémantique, mais c'est vrai que sur ces produits-là, on a les produits phytosanitaires, les produits phytopharmaceutiques, les pesticides, voilà. Au niveau réglementaire, c'est les produits phytopharmaceutiques avec un propre règlement d'autorisation de mise sur le marché. Alors, je vais essayer. Donc, rapidement, pour vous présenter l'inspection du travail en agriculture, donc, on a fusionné depuis quelque temps donc, la région Occitanie, 13 départements, et donc 13 unités départementales. 45 inspecteurs du travail, qui ne font pas que de l'agriculture, ils peuvent être aussi sur le régime général, mais on a en l'occurrence en région Occitanie 45 personnes, inspecteurs, qui interviennent pour le contrôle de la santé des salariés. 4 agents chargés du contrôle de la prévention. Donc je suis un ACCP, mais on est 4 au niveau de la région. Il y en a 2 autres ici dans la salle, Damien Bouissier et Sandrine Sala, et un autre collègue, Patrice Bassou. Donc moi et Patrice, on est plutôt sur le Midi-Pyrénées et Sandrine et Damien sont plutôt sur Languedoc-Roussillon. Donc pour donner un ordre d'idée, les interventions en 2017 pour l'agriculture, c'est 1669 interventions, dont 790 contrôles, parce qu'on peut avoir aussi dans les interventions des enquêtes accidents du travail, on peut avoir des analyses de rapports, des participations au CHSCT. Donc en gros, c'est 790 contrôles dans le secteur agricole, dont 210 contrôles au titre de l'action régionale phyto. Alors l'action régionale phyto, c'est une action prioritaire de la Directe Occitanie, ça veut dire que dans les autres régions, vous n'avez pas forcément une action prioritaire sur cette thématique. Donc je vais essayer de vous présenter un peu rapidement cette action, en quoi elle consiste. Donc les modalités d'action, donc on l'a mis, c'est une action de contrôle, mais aussi avant tout une action de prévention. Ce qu'on a voulu voir, c'est en fait comment étaient réellement utilisés ces produits phyto dans les exploitations. Et puis les constats, de manière générale, des agents de contrôle. Alors pourquoi l'action ? Parce que le recours à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour protéger les cultures, ça reste des produits chimiques, donc avec un risque pour la santé en fonction des conditions d'utilisation. Alors je l'ai mis, malgré l'amélioration des formulations, malgré la modernisation du matériel, du retrait des matières actives les plus nocives, il y a toujours des risques parce que on constate sur le terrain que mettre en œuvre les règles pour avoir une utilisation sans risque, elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Et nous, ce qu'on regrette beaucoup, alors ça, et c'est compliqué, mais ce qu'on regrette, c'est que les politiques de prévention, elles sont en grande partie centrées sur les règles d'hygiène et sur le port des EPI, et que ça relève surtout du comportement individuel. Donc nous, notre logique, elle est plutôt en amont, c'est-à-dire qu'on va essayer d'agir dès le choix du produit. Donc on a parlé de principe de substitution, c'est déjà essayer en amont, voir est-ce qu'on est obligé de traiter, et si on doit traiter, quel produit choisir, essayer d'en choisir un moins dangereux que l'autre. Voilà, et puis les règles d'hygiène, c'est vrai que c'est important en matière de prévention, mais voilà, nous on essaye de travailler plutôt en amont, donc dès le choix du produit, et puis avec des techniques, avec du matériel adapté, performant. Voilà, parce qu'on verra que suivant les exploitations, en fait, c'est très hétérogène, quoi. Autant les EDT dont on parlait tout à l'heure, ils ont du matériel qui est quand même performant, entretenu, mais on a aussi les petites exploitations où on retrouve, je dis toujours, le vieux pulvé avec le vieux tracteur sans cabine, et là, les conditions d'utilisation, elles sont totalement différentes. Donc, quelques chiffres en Occitanie. Donc ça, c'est la BNVD, c'est issu de la Banque nationale de vente de données, qui est gérée par l'ONEMA, si je ne me trompe pas, et qui recense un peu toutes les ventes de produits phytopharmaceutiques. Donc c'est des données de vente, pas d'utilisation. Bon, il y a quand même un parallèle assez clair, mais ça veut dire qu'on peut avoir acheté un produit en Occitanie et il peut être utilisé dans la région à côté. Bon, voilà. Donc il peut y avoir des écarts, mais qui sont quand même minimes par rapport aux données. Donc la région Occitanie, c'est la deuxième région agricole de France.
avec des cultures diversifiées et consommatrices de produits phytosanitaires. Hein. Donc, deuxième région agricole, hein, c'est 12% de la SAU métropolitaine, c'est 43% en surface régionale, hein, et c'est 16% des exploitations métropolitaines. C'est pour donner un peu un aperçu de la région Occitanie. C'est la première région viticole, la deuxième région productrice de fruits et de semences, et quatrième pour les légumes et cinquième pour les céréales oléagineux. Donc, beaucoup de cultures diversifiées et pour certaines, hein, les cultures pérennes en matière de fongicides, voilà, qui vont être consommatrices de produits phyto. Volume des ventes, donc j'ai les données pour de 2010 à 2014. Hein. Bon, voilà, on voit que c'est à peu près ça stagne, mais bon, ça s'explique aussi par les conditions climatiques. Voilà, il y a plein de critères à en prendre en compte. Mais juste pour vous donner une idée des ventes en Occitanie, donc c'est à peu près 26% d'herbicides, 66% de fongicides. Au niveau national, ça serait plutôt l'inverse. Hein. Ça s'explique ici en région Occitanie parce qu'on a des cultures pérennes et qui sont donc consommatrices de fongicides. Et le reste, insecticides, acaricides, 4%. C'est en moyenne 10 000 tonnes de substances actives commercialisées. Alors j'ai fait le parallèle, parce que bon, avant j'étais plutôt Midi-Pyrénées, c'est 3 300 en Midi-Pyrénées, donc ça veut dire que pour Languedoc-Roussillon, c'est tout le reste. Donc c'est un tiers en Midi-Pyrénées en gros, et ça s'explique par l'importance de la viticulture en Languedoc-Roussillon. Et c'est entre 2,1 et 2,5 kg de substances actives par hectare. Voilà, donc ça donne un peu une image de pourquoi on utilise des produits phyto en quantité quand même assez importante. C'est parce que voilà, on est aussi une région agricole et puis avec des cultures consommatrices. J'ai fait un petit point un peu par rapport aux substances actives cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc là, je suis allée sur la base de données EU Pesticides Database qui recense un peu toutes les substances actives autorisées ou pas. Voilà. Donc, par rapport à l'utilisation en Europe et en France, parce que pour rappel, une substance active, elle est approuvée au niveau européen, mais après, c'est chaque État membre qui autorise un produit contenant cette substance active. Donc, on peut avoir une substance active autorisée au niveau européen. Pour autant, la France, l'État membre, ne commercialise pas de produits contenant cette substance. Donc, c'était intéressant de faire le parallèle, quand même, je trouve, entre Europe et France. Donc, pour les cancérogènes, donc, en termes réglementaires, on parle des cancérogènes 1A, 1B ou 2. Donc 1A, c'est l'effet est avéré, 1B est supposé et 2, c'est suspecté. Et c'est pareil, on retrouve la même hiérarchie pour les R, qui sont les substances actives toxiques pour la reproduction ou reprotoxiques, et les mutagènes, donc, je ne suis pas médecin, mais voilà, qui ont des effets sur les cellules ADN. Voilà. Donc, à ce jour, hein, parce que voilà, ce que disait le plan Ecophyto, le projet Ecophyto disait qu'il y avait encore 12% de substances actives qui étaient vendues en Occitanie, CMR. Donc pour les cancérogènes, on voit qu'il n'y a plus de cancérogènes 1A ni 1B, il reste des cancérogènes 2, 26 substances actives en Europe, 19 en France. Pour les les reprotoxiques catégorie 1A, il n'y en a pas. R1B, il y en a 4, au niveau Europe, 3 au niveau de la France. Et les reprotoxiques niveau 2, 21 en Europe et 19 en France. Et pour les mutagènes, il ne reste plus que des mutagènes de catégorie 2, donc 2 qui sont autorisés en Europe, une en France. Voilà. Par rapport aux perturbateurs endocriniens aussi, on en entend de plus en plus parler, hein, de cette notion de perturbateurs endocriniens. Donc, le ministère de l'Agriculture a récemment publié la liste des spécialités commerciales contenant des substances actives pouvant être susceptibles d'être perturbateurs endocriniens. Donc, je vous ai mis le site, hein, vous pouvez la consulter. Moi, j'ai regardé, ça représente à peu près 300 spécialités commerciales. Mais voilà, il y a encore des études à faire pour vraiment prouver l'effet perturbateur endocrinien. Il y a une attention très particulière en ce moment au niveau du ministère de l'Agriculture, hein, sur 4 substances actives. Alors c'est même pas, oui, c'est 4 en France parce que le profoxidime, il est plus autorisé. Voilà, c'est le chlorortoluron qui est utilisé en substance active dans des herbicides, le démoxystrobine qui est un fongicide, l'époxyconazole.
Alors nous, au niveau des services d'inspection du travail, on a eu une enquête il y a 2-3 ans pour voir les conditions réelles d'utilisation de ce produit qui avait été classifié plus dangereux que ce qu'il n'était avant. Et le thiaclopride. Bon voilà, on a une attention plus particulière sur ces produits-là où le critère perturbateur endocrinien serait plus justifié. Alors, l'action de contrôle. Alors, cette action de contrôle, c'est un examen plus particulier des points qui concernent les principes généraux de prévention. Alors, l'inspection du travail en agriculture, elle s'occupe des conditions de travail des salariés agricoles. Voilà. Ça n'empêche que pour autant, lors de nos venues dans les exploitations, ce qui concerne la santé du salarié, c'est aussi la santé de l'exploitant. Donc, on fait pas on ne sépare pas, quoi. On travaille sur... ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment avoir une vision réelle de l'utilisation de ces produits phyto. Parce qu'entre ce qui est dit sur une autorisation de mise sur le marché, je ne sais pas d'expliquer, mais j'en ai lu une tout à l'heure, c'est... si je retrouve... et je ne vais pas retrouver... Ah si, voilà. Un matériel adapté, entretenu, mise en œuvre des protections collectives, réflexes d'hygiène, comportement rigoureux, nettoyage et stockage de combinaisons. Bon, voilà, c'est des choses qui, sur le terrain, mais on se rend compte que certaines sont mises en œuvre sans problème, d'autres pas du tout, quoi. Voilà, donc on va regarder l'évaluation des risques réalisés par l'exploitant. Donc ça, c'est toujours un mot qui fâche dans les exploitants. C'est le fameux document unique, qui recense, en fait, qui a pour but de cartographier un peu, de faire une cartographie des risques de l'exploitation auquel peut être exposé le salarié. Alors ce document unique, nous, sur le terrain, on se rend compte que, bon, suivant les exploitations, dans les grosses, il est fait, dans les petites, pas trop, que c'est plus perçu comme une contrainte réglementaire et que c'est pas utilisé comme ça devrait l'être. Mais après, voilà, je comprends les contraintes des exploitations. Mais pour moi, ce document unique, c'est un outil qui va vous permettre de gérer la prévention au quotidien. C'est-à-dire, comme le disait Julien, faire de l'amélioration, c'est de l'amélioration continue. On sait très bien qu'on ne peut pas faire tout d'un coup et que voilà, il va falloir programmer avec des délais, identifier quand est-ce qu'on pourra le faire. Donc cet outil, il peut permettre de faire ça. Il peut permettre aussi de former les nouveaux salariés qui arrivent, parce qu'on a rapidement une vision des risques qui sont dans l'exploitation. Bon voilà, donc document unique, il y a des progrès à faire et je le dis, c'est ensemble qu'on va progresser sur cette thématique. Voilà. Les mesures générales de prévention, qui sont mises en œuvre plus ou moins, c'est très hétérogène en fait, suivant les exploitations. Bon, là, c'est vraiment les points réglementaires. L'adéquation des équipements de protection aux produits utilisés, les conditions de stockage des produits et l'information et la formation des travailleurs. Ce qui sera plus intéressant, c'est de voir les constats par rapport aux points de contrôle qu'on a fait. Alors cette action, elle a quand même, je vous l'ai dit, c'est une action de contrôle, mais aussi à visée de prévention. Il y a normalement dans chaque département un courrier qui a été envoyé aux organisations professionnelles pour informer les adhérents de cette action. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour l'autre, je ne sais pas si ça a été le cas. En tout cas, nous, en tant qu'appui technique, on a proposé d'informer les exploitants de ce contrôle, parce que l'objectif, c'est quand même voilà, que ça soit un échange riche, quoi. Voilà, pas le voir que sur la vision contrôle. Et on a remis lors des contrôles, alors je dis on, c'est les agents d'inspection qui ont fait les contrôles. Nous, collègues, on a pu être sollicités en appui technique. Donc on n'a pas participé forcément à tous les contrôles. C'est si l'agent souhaitait un appui technique des contrôles. Et à chaque fois, on a remis une plaquette d'information que je pensais avoir pris. Voilà, qui recense un peu toute la réglementation du travail par rapport à l'utilisation des produits phyto. Voilà, c'était vraiment un échange pour voilà, faire les constats sur le terrain dans un objectif vraiment d'amélioration. La plaquette, voilà. Donc je suis désolée, on n'en a pas là parce qu'elle est en train d'être remise à jour parce qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Mais il y aura le site internet, c'était peut-être avant alors du coup non, bon. Il y a le site, je vous donnerai le site internet si vous souhaitez la voir. Alors, les principaux constats issus des contrôles. Donc, ce que je disais, c'est très hétérogène en fonction des exploitations. On voit qu'il y a une meilleure prise en compte du risque par les jeunes. Et c'est vrai qu'on fait pas mal de travail avec l'enseignement,
que c'est intégré dans les référentiels scolaires de plus en plus, que voilà, que l'aspect santé est quand même mieux pris en compte, et on sent chez les jeunes quand même une meilleure conscience du risque. La faiblesse de l'évaluation des risques, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le document unique qui est là ou pas, et qui, s'il est là, il n'est pas forcément utilisé. Par rapport au principe de substitution dont parlait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je peux choisir une technique alternative ou est-ce que je peux choisir un produit moins dangereux? Là-dessus, l'exploitant, en fait, il a très peu de marge de manœuvre, parce qu'en fait, il écoute ce que lui dit son conseiller, quoi. Enfin, on lui propose un produit. On a fait moins de 200 contrôles, donc peut-être qu'il y aura d'autres remarques à faire par rapport à ça. Mais dans le choix du produit, c'est plutôt, il va faire confiance à son conseiller. Et puis sinon, il peut y avoir aussi des cahiers des charges qui imposent l'utilisation de tel ou tel produit. On a même vu des cahiers des charges qui n'autorisaient pas l'utilisation de produits CMR. Voilà, donc c'est le choix du produit, l'agriculteur, c'est vrai on se rend compte qu'il a peu de marge de manœuvre dans le choix du produit. Les conditions de stockage, une amélioration, mais ça dépend vraiment des exploitations. On a constaté quand même pas mal de produits qui étaient retirés du marché, puisqu'ils n'étaient plus autorisés, mais qu'on retrouve encore dans le locaux de stockage, certains produits étrangers, et puis un stockage qui n'est pas spécifique aux produits phytopharmaceutiques. Voilà, on peut avoir l'essence à côté, enfin bon voilà, c'est plutôt un fourre-tout de produits chimiques, et aussi les équipements de protection individuelle qui sont stockés dedans. Alors que bon, ça on y reviendra, mais il faut vraiment un stockage à part, quoi. Des problèmes liés aux équipements de travail. Donc ça, Sonia en parlera cet après-midi, mais voilà, et Julien l'a dit, pour faire des traitements phytosanitaires, il faudrait une cabine de catégorie 4, c'est-à-dire qui protège à la fois contre poussière, aérosol et vapeur. Donc, voilà. Sur le terrain, il y a une méconnaissance, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à totale, mais pratiquement de cette normalisation qui dit que pour être protégé contre la majorité des produits phytosanitaires, il faudrait une cabine de catégorie 4. Mais même certains vendeurs n'ont pas connaissance de cette normalisation. Donc voilà. On prend toujours l'exemple d'un gros domaine Arbo qui fait des pommes, qui a réceptionné 10 tracteurs neufs, et qui plus est pour faire des traitements phyto, surtout en pommes. Ils étaient catégorie 2, ils étaient neufs. Donc quand ils ont appris ça, ils ont réussi à travailler avec je ne vais pas citer, le constructeur, pour essayer de pallier à cette... Mais voilà, c'est... Merde, on vient d'acheter des tracteurs pour des traitements phyto, et on est en catégorie 2, quoi. Bon, voilà. Mais c'était par un manque de connaissance aussi de cette normalisation. Sur l'ergonomie des pulvérisateurs, parce que voilà, autant chez les EDT, on va avoir peut-être des automoteurs ou des pulvés hyper neufs, très bien entretenus, autant dans d'autres exploitations, ce n'est pas du tout le cas. De gros problèmes sur l'ergonomie des pulvérisateurs, il faut faire des acrobaties pour aller faire le remplissage, des problèmes à l'incorporation, souvent on nous dit le gros problème c'est l'incorporation, c'est là où il y a des gros soucis, c'est là où le produit est concentré. Avec des emballages qui ne sont pas évidents, ça se met dans l'anse, c'est bloqué, le nettoyage des bidons, voilà, c'est une source d'exposition. Bon, voilà, on avait ce retour. Et le nettoyage du pulvé, voilà, suivant, des fois quand on arrive dans les exploitations, qu'on voit la couleur du pulvé, bon, voilà, on peut se dire qu'au niveau nettoyage, il n'a pas été correctement fait. Les zones de préparation, qui sont parfois limitées à une petite cuve avec un récipient, bon voilà, on sent qu'il y a quand même, alors que c'est une phase où le produit est très concentré. Absence de formalisation et ou de prise en compte des délais de réentrée, alors ça c'est un gros souci, c'est-à-dire les délais de réentrée, le délai minimum à respecter avant toute intervention dans la culture. Je me dépêche. La formation à améliorer malgré le certificat individuel, donc Julien le disait, il y a la formation au poste de travail et il y a la formation certificat individuel, c'est deux distincts, mais si vous voulez, pour nous, le certificat individuel, c'est un peu un argument de savoir s'il y a eu une formation qui a été faite. Et suivant les certificats, suivant les organismes de formation, ce qui a été retenu par les personnes, parce que jusqu'à présent,
il y a jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la seule présence au certificat a donné le diplôme, enfin la seule présence à la réunion, enfin à la formation, donner le certificat individuel. Voilà, donc c'est très hétérogène. Quand on pose des questions pour nous basiques en matière de prévention, l'identification des CMR ou des choses comme ça, des fois, il n'y a pas de réponse. Le suivi médical, on se rend compte qu'il y a un défaut de classement en suivi individuel renforcé. Donc ce que dit la réglementation, c'est qu'à partir du moment où on est exposé à des produits CMR, on a un suivi individuel renforcé. Vous me direz si je me trompe, les médecins. Voilà, ce qui n'est pas le cas quand on va sur... Enfin, pas tout le temps le cas. Et les EPI et vêtements de travail, alors c'est pas anodin si je l'ai mis en dernier, parce que pour nous, c'est vraiment... les EPI, c'est le dernier rempart de la protection. Et voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est d'agir plutôt en amont. Malgré tout, il y a toujours utilisation de ces produits, donc il faut quand même se protéger. Et donc, de gros problèmes par rapport au choix des EPI, à l'utilisation et à l'entretien, parce qu'on l'a vu, si on veut correctement utiliser un EPI, il y a des procédures d'habillage, de déshabillage à respecter. Bon, voilà, chose que sur le terrain, l'agriculteur, quand il doit les traiter, alors déjà, ça va être plutôt le critère... il faut que je fasse tourner mon exploitation, l'environnement et en dernier recours, la santé. Voilà, il y va, même s'il y a de l'amélioration. Mais voilà, c'est compliqué pour l'agriculteur de mettre en œuvre toutes ces pratiques. Et les EPI, juste vous rappelez une petite enquête qui avait été faite par l'ancien CIRSTEA et l'inspection du travail. Les agriculteurs ne se protègent pas suffisamment lors d'utilisation des produits phyto. 35 à 40% ne se protègent pas du tout. Moins de 1 sur 5 portent les EPI adaptés lors des différentes phases d'utilisation des produits et près de 90% se contentent d'un vêtement de travail. Alors les raisons, c'est lié aux équipements eux-mêmes, absence d'EPI spécifiques, et alors c'est pas anodin, c'est parce que maintenant il y en a, donc on verra après, spécifiques aux produits phyto, contraintes liées aux conditions de travail, au confort, au coût, aux conditions d'emploi des produits, des préconisations peu précises, hétérogènes entre les nouveaux produits et ceux autorisés depuis plusieurs années, et par rapport à la perception par le grand public, parce que ça a un côté un peu anxiogène, le port des EPI, quoi. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a des efforts qui sont faits sur les EPI par rapport à l'utilisation des produits phyto. Il y a un travail avec une norme internationale qui est spécifique aux vêtements de protection pour appliquer des pesticides, qui a été publié en septembre 2007, mais qui est en attente d'harmonisation au niveau européen et qui devrait sortir, l'AFNOR devrait sortir peut-être début d'année 2018. Alors qui permettrait d'avoir des EPI à spectre large, qui offrent une protection spécifique et proportionnée dédiée aux phyto, plus confortable et réutilisable. Voilà, pour dire qu'il y a des efforts de fait sur les équipements de protection individuelle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je crois qu'il y a un stand consacré à ces EPI cet après-midi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ils sont plus... alors je ne sais pas, moi je n'ai pas eu de retour d'agriculteurs l'ayant essayé, mais peut-être que vous, déjà, est-ce que vous les connaissez et est-ce que vous les avez utilisés? Voilà, là on voit les blouses, c'est des équipements, parce que ce vêtement de travail, il est vraiment, c'est le minimum à mettre. Après, suivant les phases d'utilisation du produit, par exemple en préparation, on rajoute la blouse. Voilà, donc ça c'est un tableau de l'UIPP qui recense par rapport aux différentes phases de travail les équipements de protection que l'on devrait porter. Et juste un petit focus sur les délais de réentrée, parce que ça a été modifié il n'y a pas longtemps, en 2017, le 4 mai 2017. Jusqu'à présent, on avait des délais de réentrée, surtout pour les produits qui avaient des atteintes, c'était plutôt des irritations cutanées, quoi. Et depuis 2017, ont été introduits les produits CMR. Donc c'est toutes les CMR, Julien en parlait tout à l'heure, on l'identifie avec un pictogramme, mais aussi des phrases de risque. Donc toutes les phrases de risque là, c'est les produits CMR. Donc si vous utilisez ces produits, en fonction du produit que vous utilisez, les délais vont de 6 à 48 heures. Et ça aussi, le retour qu'on a sur les exploitations, que c'est pas forcément... Surtout si on fait une seule culture, c'est difficile à mettre en œuvre. Autant si on a plusieurs types de cultures, on peut s'organiser, on peut organiser le travail pour respecter ces délais de rentrée. Autant pour certaines exploitations, c'est compliqué. Mais bon, on a aussi des discours qui au début disaient « c'est pas possible, j'y arriverai pas » et qui à la fin, le discours a changé. C'est-à-dire qu'on s'est mis autour de la table, on a travaillé sur l'organisation du travail pour essayer de respecter. Voilà, sachant que ces délais sont des délais minimum. Et possibilité de réduire ce délai à après 6 heures ou 8 heures en milieu fermé.
en cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui a été rajouté dans l'arrêté en 2017 par rapport à celui de 2006. Et pour terminer, juste pour dire que ces constats qu'on a fait lors des contrôles, ça nous a conduit dans le cadre du plan régional santé au travail, donc on parle du plan éco-phyto auquel on est associé. Nous, au niveau de la directe, c'est le plan régional santé au travail. Donc c'est un plan qui couvre la période 2016-2020, qui est construit de manière partenariale pour coordonner, mutualiser et dynamiser l'action des acteurs concernés. Donc c'est piloté par la directe. Mais pour l'agriculture, on a des actions qui sont spécifiques au secteur agricole, et notamment une sur les phytos, c'est faire le lien en fait. C'est par rapport au constat qu'on a effectué sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble pour améliorer cette prévention. Donc là, il y a 3 actions qui sont en cours, mais bon, il y en a d'autres. Et puis voilà, c'est ouvert aux partenaires sociaux, c'est ouvert à la profession, donc toute suggestion est bonne à prendre. C'est vraiment pour ensemble vraiment améliorer, voilà. Donc ce qu'on va faire, on voudrait sensibiliser les concessionnaires et les utilisateurs de tracteurs par rapport à cette fameuse cabine de catégorie 4, pour qu'au moins ça soit connu, et que l'utilisateur, s'il doit acheter un nouveau tracteur, dans son cahier des charges, il spécifie bien que c'est pour faire du phyto, donc je voudrais catégorie 4. Des appuis aux organismes de formation aux certificats individuels, je ne sais pas pourquoi c'est éco-phyto, donc là, la MSA participe au PRST, en l'occurrence Julien Crémer qui est là. On voudrait en fait créer un réseau des formateurs des certificats individuels pour les rencontrer une fois par an, ça a décidé, et de mettre à jour un peu les connaissances réglementaires et techniques par rapport au phyto, parce que ça évolue très vite, et que la plupart des agriculteurs, ils ont passé leur certificat individuel en 2008-2009. Pour le coup, ceux qui ont passé à cette époque-là, c'est valable 10 ans, donc ça veut dire qu'en 10 ans, voilà, il y a quand même des choses nouvelles, ne serait-ce que la normalisation sur les cabines de tracteurs qui n'était pas d'actualité en 2008 et 2009. Donc voilà, essayez de travailler là-dessus. Et on va essayer aussi, mais ça c'est plus restreint à l'administration, parce que comme on l'a dit, il y a plusieurs corps de contrôle qui interviennent sur les produits phyto, que effectivement, on a des agriculteurs qui nous ont dit, vous êtes le 3e à passer sur les produits phyto. Alors, moi j'en connais 3, le pôle, le SRAL de la DRAF, qui lui va plutôt contrôler les pratiques professionnelles. On va avoir le pôle C de la directe, mais lui qui va plutôt contrôler le produit, la loyauté du produit, est-ce qu'il est bien autorisé, est-ce qu'il est bien utilisé sur la bonne culture. Et puis nous, on est sur aussi les pratiques professionnelles, mais surtout sur les exigences en matière de santé-sécurité. Et parfois avec des exigences communes, donc l'idée c'est de se rencontrer, voilà, pour identifier les endroits où ça va pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ne pas aller 3 fois dans la même exploitation, voilà, essayer d'améliorer l'effectivité des contrôles. Et puis bien sûr continuer les travaux avec l'enseignement, parce que nous on fait le pari sur les jeunes, c'est-à-dire que c'est eux l'avenir, et donc voilà, dans les exploitations des lycées agricoles, c'est des vitrines pédagogiques pour les jeunes, donc voilà, c'est essayer de travailler avec l'enseignement, donc ça on continue régulièrement. Voilà, donc c'était, j'espère, pas trop long, c'était assez rapide par rapport pour moi pour les constats. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Voilà, merci.